Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Bonsoir, il a fait rire la France entière avec ses sketchs devenus cultes et continue de jouer le trublion avec un humour irremplaçable. Elle avait la langue qui humectait le parquet. Bon, jusque-là, le train-train. Elle a fait fantasmer beaucoup d'hommes, elle confesse désormais auditeurs et auditrices sur leur sexualité à la radio. Merci à tous, et peut-être qu'avec un petit peu de chance, on aura rallumé le désir dans quelques chaumières, on aura fait notre travail. Je vous invite ce soir à suivre la rencontre très attendue et inattendue pour le moins entre Guy Bedos et l'ancienne actrice de Film X, Brigitte Lahaie. Le comédien humoriste engagé sera aussi confronté à 3 femmes qui ont défrayé la chronique ces derniers mois en dénonçant des scandales. Irène Frachon, l'affaire du Mediator, un désastre annoncé de santé publique. Aurélie Boulet, 35 heures par mois, c'est malheureusement parfois ce qu'on fait dans l'administration. et Siem Swede. J'ai été témoin de propos homophobes et racistes de la part de certains fonctionnaires de la police aux frontières d'Orly. Mais tout de suite, on retrouve Guy Bedos sur scène. Allez, salope! Salope! Oh putain, celle-là dit oh la pute! Pourquoi elle file pas son téléphone sous la photo, cette pute? Je me serais dévoué pour venir l'aider à repriser son blue jean. Il est drôlement usagé, son blue jean, hein? J'aurais pas critiqué, mais c'est pas une première masse, hein? Salope! Où elle est ma copine? Où elle est ma copine? Ah, la revoilà! Oh là, elle a garé son panty. Où qu'elle est, sa culotte? Où qu'elle est, sa culotte? Ah, pu, sa culotte? Salope! Bonsoir Guy Bedos, bonsoir Brigitte Lahaie. Je vous ai déjà salué, hein, de toute façon. Donc, Ah oui, mais pour les téléspectateurs, voilà, une entrée en matière sans détour. Mais ça, c'est un sketch qui a été totalement démodé par l'accumulation de chaînes X qui ont rendu cette lecture. Moi, ça s'appelait normalement, non pas toutes des salopes, c'est Eddie Barclay qui a voulu que ça s'appelle comme ça. Moi, j'avais voulu, plus poétiquement, appeler ça les maîtresses de papier. Et c'est sur la misère sexuelle, d'une certaine manière. Bien sûr. Et sur les hommes qui s'ennuient, quoi. Mais on avait compris. Ou que des femmes ne satisfont pas. Oui, Ou que des hommes. C'était, pas bien des sûr, c'était femmes. une caricature de certains hommes oui. en plus. Alors, est-ce que ça vous fait rire, vous, à moi beaucoup. Brigitte Lahaie, Oui. ancienne actrice de X, ou ça agace l'animatrice de radio que vous êtes devenue maintenant, ce Non, sketch? mais moi, ça me fait beaucoup rire. Et puis, ça m'arrive d'ailleurs de le dire à la radio. Finalement, quand un homme dit salope à sa femme ou à sa maîtresse, c'est plutôt Mais c'est un compliment. tendre. C'est plutôt un compliment, bien sûr. bien sûr. Ça dépend dans quel contexte. Non, mais dans un contexte. Si c'est suivi d'une baffe dans la tronche, c'est peut-être désagréable, mais il m'est arrivé pour rire de traiter, encore aujourd'hui, de traiter de salope, mais ça c'est l'intonation qui compte. Ah oui, c'est la manière dont on le dit donc Oui, qui compte. salope. Bon, ben ça c'est tendre. Ça, c'est un compliment. Alors, et pas compliment, c'est Mais quoi? j'ai pas l'impression d'être vulgaire, moi, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas de vulgarité véritable. Est-ce que ça, finalement, ça reste un cliché d'avant ou ça existe toujours, Brigitte Lahaie? Ah, ça existe toujours, Non, mais pas devant des magazines. Ils se contentent C'est pas Internet de- maintenant, c'est-à-dire Oui. que là, il le lit d'une Paraît-il. main et maintenant, il regarde Internet d'une main, c'est la même chose. Je connais rien, pas Internet. Non, mais parce qu'il n'a pas Elle vous était à entendu. deux doigts de me dire les mains sur la table. Mais non, mais Non, c'est parce que vous n'avez pas compris. Il y a sa main qui bouge, alors c'est tout, c'était Oh. drôle. C'est un acte manqué, je peux rien. Oui, non, c'est sous votre regard peut-être. Chère Brigitte. C'est moi qui suis totalement l'esprit déplacé, je suis d'accord. 1975, vous aviez entendu ce sketch, vous? En 75, oui, j'avais 20 ans, donc bien sûr, oui. Oh. Mais c'est le bord de l'érection, hein. un an après, j'aurais pu être dans le magazine, donc tout va bien. C'est là où je voulais en arriver, parce que vous, c'est 75 et 76. Brigitte devient star du X pendant 4 ans. 4 ans. Vous occupez vraiment les écrans de façon... Alors moi, je l'ai j'allais dire assez découverte, intensive. Je ne vais pas faire
l'Hypocrite, je suis un cinéphile, et donc j'ai vu Brigitte, mais plus tard, moi. Pas dans les Pas salles. dans les années 75-76. Non, parce qu'il fallait aller au cinéma à cette époque-là Ah, pour voir des voilà. films pornographiques. Donc, Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. c'était Alors. très compliqué. 75, 76, c'est le moment où, je ne sais pas si vous vous en souvenez l'un et l'autre, mais au départ, les films X étaient dans tous les cinémas. On pouvait aussi bien voir Autant n'emporte le vent, Le Docteur Givago ou Les petites culottes de l'archiduchesse. Si, et c'était interdit moins de 18 ans, mais c'était dans les mêmes Jusqu'en salles. 76. Voilà, jusqu'en 76. Et là, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a changé la donne. Alors, retour, si vous le voulez bien, sur les années 70. Guy. Oui, je veux bien. Au début des années 70, une vague de films pornographiques envahit le grand écran. Dans un même cinéma, films comiques et érotiques se côtoient sans problème. Que le cinéma pornographique a enregistré en un an 25 millions d'entrées en France. Il y avait le génie des titres à la française. Blanche-Fesse et les 7 mains, Couche-toi dans le sable et fais jaillir mon pétrole, c'était à la crise. Il y avait Faites la queue comme tout le monde. Il y avait La chatte sur un doigt brûlant. Et beaucoup d'autres, comme ça, il y avait aussi les bananes mécaniques, enfin bon. Comme c'était la mode de ces films-là, j'étais avec mon camarade Dazu et Jean Rigaud. On avait dit, tiens, on a 1 heure devant nous, on va aller voir un film un peu coquin. Et on avait vu un film qui s'appelait La pêche à la morue. Donc on s'est dit, c'est un film sur les dames du quartier. Pas du tout, c'était un vrai film sur la pêche à la morue. Donc on s'est retrouvé dans l'univers de Pierre Loti et non pas dans celui de Benazéraf. Donc ça nous a surpris. Voir ce que l'on voit, des cochonneries, monsieur, des cochonneries. Je suis allé à la bibliothèque, et bien je vous dirais c'était même honteux de voir ce que j'ai vu. Même pour des hommes, c'est honteux, monsieur. Et en général, quand il y a des films dégueulasses, et j'appelle ça dégueulasse, moi, ce sont les vieux, les vieilles qui vont voir ça. En 1975, le président Valéry Giscard d'Estaing imposera au film X de très lourdes taxes et les projections dans des salles spécialisées. C'est l'année d'après qu'arrive sur les écrans Brigitte Lahaie. En seulement 4 ans et une quarantaine de films, elle devient la star du cinéma X français. Vous vous rappelez cette époque Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Ce que vous disiez, oui. J'ai eu horreur de faire la queue. Brigitte, oui. Cette époque-là, vous l'assumez bien. Vous, je disais, plus de 40 films vous avez fait en 4 ans, hein, parce que ça a été très court, ça a été de 76 à 80. Oui, mais le tournage était très court aussi. Hein. Puis c'était pas trop fatigant, rester allongé, tout. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez autant marqué? Parce que c'est vrai qu'en Brigitte Lahaie, vous êtes très, très... Mais je crois... Il y a eu beaucoup d'actrices de X. Vous avez beaucoup marqué, c'est l'audace, c'est vos formes. Je crois, ce qui frappe les gens, c'est le contraste entre une fille qui est complètement délurée, qui s'est autorisée tout devant la caméra, et puis quelqu'un qui, comme ça, en apparence, fait très bon chic, bon genre. Dans beaucoup d'émissions. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu un phénomène, mais ça m'a totalement échappé. C'est ce qui a fait fantasmer. Oui, mais je crois que les hommes aspirent tous à avoir une femme qui se tient pour la sortir dans des dîners, et puis au lit, avoir quelqu'un d'un peu plus dévergondé. Ça, c'est votre grande théorie, hein, Brigitte? Je crois que non, c'est pas vrai. Oui. Voilà. Alors, Guy, si vous êtes là, c'est que vous venez d'écrire un livre, un très joli livre, donc sur les rencontres. En tout cas, le titre est joli. Plan rapproché. Donc je me rapproche. Je vous en prie. Est-ce que je suis dans le livre? Pas encore, alors, mais j'en ferai vous peut-être... n'êtes pas dans le livre, justement. Mais je ferai peut-être une suite, s'il a du succès. Mais il faudra que vous voyiez un tout petit peu plus pour avoir des choses à raconter. Bien sûr, parce que c'est un livre donc, qui parle de... Je travaille très sérieusement, moi. Donc il faudra, en effet... De vos amis, Pierre Desproges, Jane Birkin, Jean-Loup Dabadi... Simone Signoret. Cette photo est très très jolie, non? Très avec jolie. Jane et Jean-Loup Dabadi. En fait, Jane Birkin. Il y a toute l'affection de Dabadi pour moi, que je lui rends bien, et c'est beau à voir. De ces deux personnes qui ont compté dans ma vie. Et après, vous êtes embrassés la minute d'après? Je pense que, d'un point de vue physique, c'était plus attiré par Jane que par Jean-Loup, quand même. Ça se voit pas sur la photo. Non, je sais. C'est l'ambiguïté de la chose. Il cache bien son jeu. Alors, vous racontez le coup de foudre pour Jane Birkin, qui est devenue votre grande amie. Oui, on était, je pense, séduits l'un par l'autre à l'époque. D'abord, il y avait Gainsbourg qui était là, donc... c'est à cette époque. Oui.
Et j'aimais bien Gainsbourg aussi. Et on s'est retrouvés en effet. Vous voulez pas que je raconte le livre quand même? Non. Je vais le raconter. Mais il faut qu'on parle un peu du livre, Je vais sinon. raconter à Brigitte. Et alors, à un moment, je venais de me séparer de mon ex-femme Sophie Daumier, et je me trouve seul en tournée. Voilà que je suis à Clermont-Ferrand, au lieu de l'érotisme et du plaisir. Clermont-Ferrand. Oui. Et donc... Bon, c'est pas bon. J'ai loupé une étape. Oui, alors. moi aussi, mais bon. Donc, nous étions dans le même hôtel avec Jen, et c'est vrai que j'étais célibataire, et qu'on a un peu flirté avec les yeux, avec le rire, avec... Il y a des rires qui sont quasiment des petits brouillons d'orgasme. Vous savez bien. Oui. Et je suis monté avec elle dans l'ascenseur, on a échangé quelques baisers de surprise party, et puis je suis arrivé à l'étage, je l'ai accompagné à sa chambre, à mon cœur et à mon corps défendant, et je suis allé dans la mienne, voilà, parce que je suis pas un violeur. J'aime les relations consenties. Et Jen est devenue une grande amie avec laquelle vous partagez beaucoup de choses, surtout, et des combats aussi. Bien sûr, je l'admire, je l'estime. C'est peut-être elle d'ailleurs qui appelle. C'est Jen qui m'appelle. Qui appelle. Ah, ça c'est amusant. Vous ayez oublié d'étendre votre portable. C'est l'une de mes filles C'est important. qui a décidément qui n'a pas le sens. Elle m'appelle toujours à des moments où il ne faut pas. C'est la première fois qu'elle m'appelle à l'antenne. Mais... C'est bien. Mais oui, mais je ne domine pas toute cette technologie. Moi, ça me dépasse, tout ça. Et alors, donc, vous aviez envie de rendre hommage quand même à quelques femmes. De ma vie, et qui n'étaient pas toutes des femmes que j'avais courtisées. Mais par exemple, je sais pas, j'ai eu une relation très forte avec Simone Signoret, mais c'était ma grande sœur, Simone, parce que voilà. Et alors, Simone disait une chose à propos des femmes. Qui était formidable, de l'amour plutôt. Je ne désaime pas. Et ben moi j'ai attrapé ça d'elle. J'aime tendrement, fortement ma femme actuelle, mais depuis quand je vois j'ai vu il n'y a pas longtemps sur internet, mon assistante m'a montré des plans de Sophie Daumier, mon ex-femme, j'ai éclaté en sanglots, là. Et ben de la voir vivante, vive, drôle et belle, j'ai eu une espèce de chagrin. C'est d'ailleurs toujours très surprenant, je trouve, quand on a aimé quelqu'un, forcément il reste quelque chose, un attachement, des souvenirs, et souvent les gens ont besoin de balayer tout ça, comme si le cœur ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Alors les femmes, Guy, ça a été quand même un grand sujet dans vos sketchs. Je vous assure, et je dis pas ça par opportunisme, s'il n'y avait pas des femmes qui viennent dans des salles, je fais rimer humour avec amour tout le temps. Il y a des rires qui sont comme des orgasmes, justement. Je fais l'amour avec les femmes du public. Ça énerve d'ailleurs les hommes. Ils auraient préféré voir le foot à la télé. Ce seraient les femmes qui emmènent les hommes vous je voir crois, oui. Ouais. Je crois, oui. J'ai presque organisé un divorce une fois sur scène, parce que dans mes spectacles, j'improvise beaucoup, et je voyais un type qui se barbait de toute évidence, alors qu'elle était vraiment au firmament. Et je les ai un peu divorcés. Ce n'est pas toujours comme ça. Les femmes qui sont libérées, ça les fait rire. Oui, parce que honnêtement, je suis tout sauf macho. Ça, je sais pas, on ne se connaît pas assez. Mais prenons du temps. Mais le rire aphrodisiaque quand même, il y a quelque chose, non, d'aphrodisiaque dans le rire. De faire rire les femmes, c'est un véritable atout. C'est clair, oui. Mais même pour garder une femme, je pense que les hommes qui sont taciturnes et qui ne savent pas nous amuser ont plus de chances de perdre leur femme que les autres. Et vous, Brigitte, alors d'avoir été star du X, est-ce que ça a été dans votre vie sentimentale un atout ou un handicap? Je crois que ça a plutôt été un atout pour moi. D'abord parce que ça m'a terriblement libérée sexuellement. Et puis ensuite... Il n'y a pas de prix à payer? Si, il y a toujours un prix à payer pour tout. Mais le prix à payer, il a plutôt été professionnel finalement que sentimental. Moi, j'ai eu une vie privée, j'ai terriblement été aimée. Je ne peux pas dire que ça a posé des problèmes dans ma vie privée, non. J'ai pas un homme qui m'a quittée à cause de ça ou qui n'a pas eu envie. Mais peut-être parce que, encore une fois, dans la vie, je suis plutôt une femme assez réservée. Je suis pas, je saute pas sur les mecs dès qu'il y en a un qui me plaît. J'attends
J'attends, je lui fais savoir, et puis j'attends qu'il vienne. Vous pourrez me donner votre portable, je vous dis. C'est ça que les hommes, c'est ça que les hommes n'aiment pas en fait, c'est qu'on se mette à draguer à leur place. Oui, parce que d'une certaine manière, ça les castre. Ils perdent un petit peu leurs moyens, oui. Vous êtes très très conventionnel en fait, Ouais, très classique. je pense que ce qui fait le charme d'un artiste, quel qu'il soit, c'est justement ce paradoxe et cette dualité, oui. Je pense que, par exemple, Guy n'est pas dans la vie. Enfin, je veux dire, c'est pas un bout en train. Non, je suis même sombre, paraît-il. Voilà. Donc là aussi, ça dépend du oui, moment. Je sais, mais demandez à Jo, ma femme, que vous connaissez bien, elle vous dira qu'on ne se marre pas tout le temps à la maison. Et vous, marié avec un polytechnicien? Oui, ça doit faire 9 ans, 10 ans. Ah, maintenant. Oui. Mais qui est très drôle, hein, ça va. Voilà. Est-ce que vous avez vu, Guy, le livre qui vient d'être publié donc aux éditions de La Martinière, le Kama Sutra? Mais non. Comment Non, ça? mais- Non. Est-ce que le vrai Kama Sutra, vous l'aviez déjà lu, consulté? Non, j'ai essayé d'être une sorte d'autodidacte de la sexualité, moi. Bah oui. Vous avez Mais comme appris sur beaucoup. le tas. Voilà. C'est bon, ça. Je peux vous le voler? Sans problème. Mais alors, là, c'est la pratique, alors, avec franchement des acrobaties absolument impossibles, hein. Certaines sont même dangereuses, vous dites, comme la girouette. Oui, parce que la femme tourne. Et pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux pour l'homme. Puisque la femme va tourner. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne? Oui, elle tourne. Autour de lui? Oui. Donc c'est dangereux pour la verge. Non, elle est sur lui. Ah, j'avais oublié, c'est un trou. Non, le trou. Oh. Alors, voilà. Calmons-nous. Oui, Mireille, calmez-vous. c'est Mireille qui nous met des choses comme ça. Mais parce que ça m'a amusé, je l'ai feuilleté évidemment pour l'émission. Mais vous pensez que vraiment les gens regardent des dessins et tentent de le faire? Brigitte, c'est plus pour vous amuser, parce que c'est plus drôle qu'autre chose, non? Non, sincèrement, je crois réellement que les gens manquent énormément d'imagination et d'idées dans leur sexualité. Non, mais c'est plutôt en général quand vous essayez de faire une position compliquée et tout, vous vous mettez à rire, c'est anti-érotique au possible, non? Si ça ne vient pas naturellement. Mais c'est pas grave si on rit, au moins on aura passé. Encore que, alors, le rire, moi. Oui. Le rire dans la sexualité? Personnel, ça, alors, ça crée... tue l'amour. Ah, moi, je trouve. Non, mais parce que rire. Pardon, mais ça fait débander atrocement. Non, mais ça, je suis bien d'accord, mais ça crée un moment de complicité. Ah oui, et puis après, on est à nouveau tendre. Il ne vaut mieux pas rire au moment pas... où ça devrait être une autre façon de s'exprimer. Ça, je suis d'accord. Vocalement. Mais bon, il y a des positions tout à fait praticables. Hein. Alors avant de revenir à votre livre, Guy, je propose tout de suite un petit retour quand même sur la carrière de Brigitte et votre reconversion, qui maintenant, ça fait un petit moment. Hein, mais puisqu'on parle beaucoup de cette émission de radio, on va regarder à quoi elle ressemble. En 1980, Brigitte Lahaie quitte le milieu du porno pour le cinéma érotique, puis tente une reconversion dans le cinéma plus classique, aux côtés notamment d'Alain Delon. La jeune femme écrit en 1987 son autobiographie, Moi la scandaleuse, ce qui lui vaut une invitation sur le plateau d'Apostrophe avec Bernard Pivot. Est-ce qu'il y a un plaisir différent à faire l'amour devant une caméra par rapport à une relation charnelle dans l'intimité? Est-ce que c'est différent? Essayez. Vous savez, c'est très drôle. Bah non. Je veux dire, moi j'aurais du mal à trouver un producteur qui me donne de l'argent pour que je tourne. Je vais vous dire, il y a dans les hardeurs, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Les hardeurs. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les comédiens qui tournent ces films-là. Oui. Je vous assure, vous avez vraiment un sosie, il vous ressemble beaucoup. Ah bon? C'est peut-être moi. Qu'en savez-vous? Non. Oui. Bon, alors, est-ce que dans votre vidéothèque, vous avez... De 1997 à 2002, Brigitte Lahaie anime avec succès un talk-show sur la chaîne XXL. Bonsoir, bienvenue sur Hot Talk. Elle devient un modèle pour les jeunes générations d'actrices du X. Hop. Merci beaucoup. Depuis 2001, Brigitte Lahaie anime une émission quotidienne, Lahaie, l'amour et vous, en plein après-midi, où elle recueille les confidences intimes de ses auditeurs. Comment aider son couple à maintenir le désir? Bernard, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Ça fait 22 ans que je suis avec mon épouse. On a eu un passage à vide suite à sa ménopause. Si on a envie d'introduire un jouet intime, et c'est Kimberley donc, qui aujourd'hui a testé pour nous. Il fait à peu près 20-25 cm de haut. Mais on ressent des choses que moi, à 42 ans, je n'avais jamais ressenties.
Merci à tous et peut-être qu'avec un petit peu de chance, on aura rallumé le désir dans quelques chaumières, on aura fait notre travail. Son émission de radio à peine terminée, Brigitte Lahaie rentre chez elle à 100 km de Paris dans les Yvelines. C'est là, en pleine campagne, qu'elle se consacre à sa passion de toujours, les chevaux. Je leur dois beaucoup, je leur dois une bonne qualité de vie. La fifi. Je ne suis pas quelqu'un de très bavard, je préfère, d'ailleurs c'est pour ça que ça va bien pour moi cette émission, je préfère écouter les gens que parler. J'aime pas parler de moi en fait. Donc avec les animaux, on n'a pas besoin de parler, on se comprend sans les mots. Tu me mords pas. Voilà, c'est assez inattendu d'ailleurs de vous retrouver dans cette campagne. Et puis il faut parler là ce soir. Je sais répondre et je sais parler de moi. J'ai pas de. La oui, façon dont vous avez répondu à l'époque à Pivot, c'est très très vif, hein, c'est très amusant. Mais c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a toujours aidé. J'ai de la répartie en fait dans ces cas-là, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir quand on vous pose une question qui dérange. Oui, c'est la répartie. Sinon... Oui, il était presque déstabilisé d'ailleurs. Il était. Hein ? Et Brigitte, quelle est la question la plus posée sur le couple ? Alors les femmes, c'est souvent donc le problème de manque de désir, et l'homme va plutôt dire on fait plus assez l'amour. J'ai besoin de faire l'amour, elle veut plus quoi. Voilà, mais finalement ça revient à la même chose. Hein. Et dites-moi cette reconversion, ça a été difficile quand même ou pas ? Parce que j'imagine qu'on n'est pas tout de suite prise au sérieux. Mais quand même. en fait, moi j'ai arrêté en 80 les films pornographiques et j'ai recommencé à exister en 85. Donc il y a eu 5 ans de traversée du désert, mais tant mieux d'ailleurs parce que c'est dans ces moments-là qu'on se pose des questions sur soi-même, qu'on essaye de comprendre pourquoi on a fait des choses qui semblent si insupportables pour la société. Et pour donc, vous, ça vous semblait insupportable ? Non, parce que moi j'avais fait ça... Pourquoi d'ailleurs ? Tout simplement parce que j'étais une jeune femme mal dans ma peau et que j'avais envie de vivre et j'avais envie aussi de faire un pied de nez à cette société un peu bourgeoise dont je venais. Et élevée dans une famille très, très catholique. Hein. Faut surtout pas... tromper son mari, mais en tout cas, si on le trompe, il faut surtout pas le dire. Enfin, c'était toute cette culture. Mais j'avais pas l'assentiment d'avoir fait quelque chose de mal. Donc c'est compliqué quand on est... En fait, je me sentais pas coupable, mais j'avais un sentiment de honte vis-à-vis du regard de la majorité des gens. Donc il a fallu se reconstruire et puis voilà, quoi. C'est vous, ça ? Et oui, j'ai fait ma communion et bah oui, hein, mais là, c'est vraiment l'âge ingrat, quoi. On ne peut pas deviner quand on voit cette photo que quelques années plus tard, je vais être une sexstar. Voilà. Ça doit être intéressant, avec la croix, vous gardez la croix. Vous voyez que c'est un fantasme de beaucoup d'hommes ? Ah oui, bien sûr, parce que la religion... Ah, la religieuse, mais là c'est la communion, d'accord. On est complètement dans l'interdit, quoi. Ouais. Mais être finalement en opposition, en rébellion, se construire contre sa famille, c'est aussi quelque chose qui vous parle, Guy, non ? Oui, bien sûr. Je me suis construit à l'inverse de ce que j'ai subi, de ce à quoi j'ai assisté. Mon beau-père, l'homme de ma mère, on se détestait. Il était raciste, il était même fasciste, antisémite, etc. Et maintenant, pour faire court, je suis à la Ligue des droits de l'homme et je lutte contre le racisme, contre les racismes, à la fois, bien sûr, le racisme de peau, mais aussi le racisme de sexe, de milieu, etc., etc. Voilà. Bon, mais d'une certaine manière, je crois que c'est pas mal d'en baver un peu. C'est très formateur. Je pense que cette rébellion contre ce qu'on a vécu dans l'enfance et dans l'adolescence, ça forge un caractère. Voilà. Mais pour autant, vous auriez une fille qui aurait fait comme Brigitte, qui serait allée dans le X, vous auriez réagi comment comme père ? Je demande à téléphoner à mon avocat. Car je trouve votre question assez violente. Pourquoi violente ? Non, je blague. Ah bon, Non, mais je ne veux comment pas vous auriez offenser réagi ? Brigitte, mais non, il je n'y a ne pas de rêve offense. pas que ma fille fasse des films pornographiques. Ça serait terriblement opportuniste. C'est pour ça que je vous pose la question quand même, parce que c'est violent pour des parents. Bien sûr, oui. Moi, je ne supporte pas qu'un garçon s'approche de mes filles, de toute façon. Je les déteste tous.
au départ. En tout cas, après ça s'arrange. Mais moi, je suis un vrai oriental. Il ne faut pas trop s'approcher de mes filles. Voilà. Non, mais c'est une violence que vous êtes infligée à vous. On ne peut pas en parler comme si c'était juste se mettre en opposition aux parents. C'est quelque chose de violent pour soi et violent aussi pour votre famille. Oui, mais d'abord, violent pour vous. Ce qui sauve tout ce que ça peut comporter, c'est Brigitte maintenant. C'est-à-dire que d'une certaine manière, elle a l'air de ne pas avoir été du tout offensée par sa propre vie. Mais d'où le sens de ma question, c'est que, si j'ose dire, parfaitement bien. Et pour un peu, oui, ce serait un cursus qu'on pourrait conseiller à certaines étudiantes qui auront bac plus 5 et qui peut-être ne feront rien. Alors, Guy, revenons à votre livre « Plan rapproché » et à ceux que vous avez aussi aimés plus que tout, d'un amour certes platonique, mais là je parle de celui que vous appelez l'homme de votre vie, Pierre Desproges. J'adorais ce type. Vraiment, il m'a fait beaucoup rire. Et nous étions comme... bon, je ne vais pas réciter le texte que j'ai écrit sur lui. Il y a une chose que devrait faire sourire Brigitte, c'est qu'à un moment, je dis si l'amitié, c'est l'amour sans le sexe, tu aurais été l'homme de ma vie. Et il y avait un accord profond entre ce garçon, qui était plutôt un anarchiste de droite, alors que moi je suis un libertaire de vous gauche. Étiez très opposé, enfin différent. Bon, il se foutait d'une certaine forme de politique qui, moi, me mobilisait pas mal. Mais on était comme de cancres dans... La vie était une sorte de grand bahut, de grand lycée, et on était là à faire les zigomards, comme si on s'était connus depuis l'enfance, quoi. Et comme, il faut bien dire, si on était encore des enfants. Moi, j'étais très étonnée, par exemple, d'apprendre que vous étiez aussi proche de Jean-Paul Belmondo. On a un an de différence, on s'est connus à 17 et 18 ans. Là, c'est pendant le tournage de Dragées au poivre, qui a été mon premier film, écrit par moi, un film à sketch. On avait donc... Très mignon. On n'avait pas 30 ans, l'un et l'autre, là. Je devais avoir 27 ans. Et pourquoi vous ne vous êtes, à un moment donné, plus vraiment vu? Jean-Paul et moi? Oui. D'abord parce qu'il est très paresseux dans sa relation amicale. Si tu l'appelles pas, il l'appelle pas. Ça a toujours été comme ça. Et puis, mes engagements humanistes, plus que politiques, tout ça, je le rasais, je crois. Et bref, il y a eu, non pas une fracture, mais il y a eu une petite... une petite bouderie entre nous. J'ai senti que j'étais pas tout à fait de la bande, là. Et ce qui est très émouvant, c'est ce que vous dites, c'est que vous êtes retrouvés finalement en Corse, quelques jours juste avant qu'il ait son... Je raconte dans le livre que j'étais allé voir une pièce, Jean-Paul était directeur du théâtre des Variétés, et puis Jean-Paul est venu vers moi, et puis il savait pas très bien quoi me dire, parce qu'on s'était pas vu depuis des années, alors qu'on ne se quittait pas. Et c'est moi qui lui dis tu me manques. Et il m'a répondu très brillamment, à moi aussi. Et je l'ai revu en Corse quelques temps après, et puis ça s'est mal passé. Et c'est à ce moment-là qu'il a eu son accident cardiovasculaire. Et que ça aurait pu s'arranger, je le raconte dans le livre. Oui, moi je vous trouve dur quand vous dites qu'il fallait que tout le monde réagisse plus vite. Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais tout le monde a fait son possible, non? Non. L'histoire jugera. Non, j'avais tout un plan qui aurait pu sauver complètement Jean-Paul. Et puis voilà, puis j'ai appelé son entourage et ça n'a pas suivi. Tout le monde a préféré Paris à Marseille. On l'a ramené à Paris des heures et des heures après. Il fallait aller à la Timone de Marseille. C'était ça qui était raisonnable. Voilà. Et on l'a pas fait. Alors maintenant, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est devenu un ami. C'est le philosophe Michel Onfray, et qui parle de l'homme en colère, justement, que vous êtes. Allez, on l'écoute. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, avait dit mon copain Rocard, qui devait être bourré ce jour-là. Depuis, tout le monde a repris la phrase, Chevènement, Sarkozy, bien sûr. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais on n'est pas non plus forcé d'humilier, de maltraiter, de persécuter toute la misère du monde.
C'est un homme en colère. Les gens ne sont pas capables aujourd'hui d'être en colère, ils sont pas capables de s'enflammer pour une cause, de dire non avec un peu de véhémence. Donc oui, on dirait que c'est un défaut que c'est une qualité. Vous n'avez pas vu cette photo de Martine Aubry regardant Ségolène Royal il y a quelque temps? C'est un libertaire. C'est vraiment libertaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne met rien au-dessus de la liberté, qui n'est pas prisonnier des dogmes, des religions, quelles qu'elles soient, et surtout de la religion de gauche, quoi. Vous croyez quoi? Que je divague là, que je délire, que je pète les plombs? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il fait partie pour moi du paysage français depuis longtemps. Je l'ai vu quand j'étais adolescent. Donc l'idée qu'un jour je puisse le rencontrer, puis moi je veux dire fils de pauvre, etc. L'idée que je puisse accéder à un monde qui a été pour longtemps pour moi le monde du petit écran, quoi. Et puis qu'on puisse devenir amis, qu'on soit si complices aujourd'hui, oui, ça me paraît complètement improbable. À moi aussi. C'est de l'humour. C'est joli ce qu'il dit. Vous savez, une amitié très forte. Une affection même s'est créée entre nous. C'est récente. L'autre jour, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que je suis un père de substitution pour vous. Il m'a dit, mais c'est pas te donner l'info. C'est très, très émouvant. Alors, Guy, il dit qu'aujourd'hui, les gens n'osent pas parler vraiment et que vous représentez l'homme en colère. Ça lui plaît à lui. Moi, ma philosophie sociale... c'est ni Dieu ni maître. Voilà, j'obéis à personne, je suis un rebelle, oui, en effet. Personne ne me fait peur, personne ne m'impressionne. Je peux avoir peur pour mes enfants, pour mes amis, pour ça, mais moi, je peux aller à la mort. Non, mais j'ai l'air de me flatter, de me vanter, mais c'est vrai. J'ai une sorte de fatalisme furibard en moi qui fait que si je suis pas d'accord, rien ne peut m'arrêter. Il faut bien que tous les gouvernements le sachent. Une bonne fois pour toutes, rien. Rien. Alors, dans votre livre, vous ne vous en prenez pas à Nicolas Sarkozy, mais Bernard Kouchner. Oui. Qu'est-ce que vous avez contre Bernard Kouchner? Bernard Kouchner, un ami très proche, qui vous a déçu. Bernard Kouchner, c'est pas un ami, c'est un copain. C'est un type avec qui je me suis retrouvé dans des très bons coups, si j'ose dire, et que j'estimais et que j'admirais. Et donc là, c'est mon côté vieil enfant, il ne faut pas me décevoir. Et c'est vrai que quand j'ai vu Bernard Kouchner faisant du jogging à New York avec Sarkozy, alors qu'on en a fait ensemble dans des vacances dans quasiment la même position, bon, pas ça c'est trop. C'est une crise de jalousie. et puis c'est vrai qu'il a fait des choses formidables, avec un courage fou, etc. Puis d'un coup, pour trouver un job, le voilà, qui fait du jogging avec Sarkozy. C'est ridicule, ridicule. Et puis surtout qui accepte sans se défendre les accusations graves qui sont portées contre lui, c'est-à-dire qu'il aurait pris du fric dans ses croisades africaines. Vous auriez voulu qu'il réponde? Ben oui, c'était la moindre des choses. Mais qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui? Ben vous savez, je le dis parfois, je suis beaucoup plus sûr de mes dégoûts que de mes goûts. Ces temps-ci, je suis un tout petit peu dépressif politiquement, là, parce que je sais ce que je ne veux pas, mais je ne suis pas sûr de ce que je veux, et de qui je veux surtout. Ah bon? Vous ne savez pas? Ben non, encore une fois, il faudra choisir entre deux inconvénients. C'est-à-dire lesquels? J'ai fait un portrait d'Anne Sinclair, et à un certain moment, je parle de son mari, et bon, on pourra peut-être s'en accommoder, s'il consent à se présenter. Oui, parce qu'Anne Sinclair est aussi dans ce livre. Ah oui. Vous avez été très proche, justement. Oui. Donc elle nous envoie des mails de Washington en ce moment. Ce qui m'indique qu'il va sans doute être candidat. Ça se coupe, ça. Hein? Ah, oui. Vous n'entendiez pas ça. Brigitte, est-ce que vous auriez pu, vous, faire de la politique et vous reconvertir comme c'est la Cicciolina en Italie? Ah oui. Qui avait fait de la politique. Alors c'est rigolo parce que à l'époque, en 87, quand elle a fait de la politique en Italie, moi c'était le moment où j'avais sorti mon livre qui m'a valu les honneurs des médias, et j'avais fait un truc très drôle pour l'événement du jeudi à l'époque. On avait fait une imposture, j'ai appelé tous les partis politiques justement en leur proposant ma candidature, et ils ont tous répondu OK.
Non, oui, absolument. Il y a un article, je ne savais pas. et c'était très drôle parce que, en fait, il y a juste le Front National qui avait deviné la supercherie. Et alors, ils étaient tous d'accord pour venir prendre le petit déjeuner chez moi pour en discuter un peu plus et tout. C'était très très drôle. Comme quoi. Un peu plus si affinité. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était voilà. Donc. Bien, merci. Merci d'avoir été avec nous, Guy. Vous restez ici. Ah bon? Bien sûr, vous restez ici, puisque maintenant je vais recevoir, mais bien sûr, 3 femmes que vous devez connaître, Brigitte, des femmes d'exception qui ont défrayé la chronique ces derniers mois et dénoncé de véritables scandales. Irène Frachon, médecin pneumologue, qui s'est battue contre le médicament si dangereux, le fameux Mediator. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver Siem Swede et Zoé Shepard, qui ont mis en péril leur carrière en osant critiquer l'administration. Je suis sûre que vous en avez entendu parler, bien évidemment. L'une est policière, l'autre haut fonctionnaire. Ces 2 jeunes femmes ont chacune dans leur domaine choisi de ne pas se taire. Souvenez-vous, c'était l'an dernier, cette jeune femme, administratrice au Conseil régional d'Aquitaine, publiait sous le pseudonyme de Zoé Shepard un roman à l'humour caustique absolument débordé. Elle situait son action dans une mairie fictive et y dénonçait un univers absurde où les 35 heures ne se font pas en une semaine, mais en un mois. La jeune fonctionnaire a fini par être démasquée et son livre a entraîné la fureur de ses collègues. De la foutaise. C'est honteux, c'est scandaleux ce qu'elle écrit. Pour tous ceux qui travaillent, pour tous les fonctionnaires, c'est honteux. Siem Swede, 29 ans, travaillait à la police aux frontières d'Orly. Elle a dénoncé dans Omerta dans la police l'homophobie et le racisme ordinaire de certains de ses collègues. Pour certains policiers de la PAF, les personnes basanées, les touristes d'origine maghrébine ou africaine, c'était des sous-hommes en fait, c'était des sous-merdes. Ils sont considérés comme des sous-merdes. Siem Swede a basé son livre sur des procès-verbaux et des témoignages. Ses propos n'ont pas plu à sa hiérarchie. Mutée dans un autre service, la jeune policière a ensuite été suspendue. Aurélie Boulet a elle aussi été sanctionnée pour manquement au devoir de réserve. Après 4 mois de suspension, elle vient de réintégrer le Conseil régional d'Aquitaine. Bonsoir, Zoé Shepard. Alors, on dit toujours Zoé ou Aurélie? Vous avez repris maintenant votre vrai prénom? Voilà, c'est ma double identité secrète, enfin plus si secrète. Donc, maintenant, c'est raté. Vous ne portez plus un masque Non, et ma cape aussi, je l'ai remise dans l'armoire et tout, impeccable. Bonsoir, Siem Swede. Je ne vous présente pas Guy Bedos, que vous devez connaître. Pour vous, elles sont héroïnes ou kamikazes? Un peu les deux, non? Il me semble. Vous vous attendiez à déclencher un tel scandale, d'abord en dénonçant ce que vous viviez et en écrivant chacune votre livre? Je m'attendais, moi, personnellement, à ne pas être accueillie avec des fleurs par le ministère de l'Intérieur, c'est clair. Mais après, c'était mon devoir de dénoncer des faits illégaux. Je les ai que vous avez-vous jugé comme scandaleux? Voilà. Je les ai dénoncés en interne, mes collègues et moi. Cela n'a pas fonctionné, on n'a pas été entendus. Donc ce livre a été mon dernier recours pour nous faire entendre et pour faire changer les choses. Donc moi, je me considère plutôt comme une donneuse d'alerte qu'une scandaleuse ou une kamikaze ou une héroïne. Voilà. Vous, c'est un livre de témoignages pour dire ce que vous avez vécu au sein de la police de l'air des frontières à Orly. Et vous, c'est un roman absolument débordé, paru il y a quelques mois maintenant aux éditions Albin Michel. Voilà. Voilà, dénoncer donc le fonctionnement de l'administration. Vous écrivez un univers absurde où les gens qui en font le moins se déclarent débordés, d'où le titre de votre livre, et où les 35 heures ne se font pas en une semaine, mais en un mois. C'est vraiment comme ça? Les gens débordés, en fait, n'ont pas le temps d'aller faire les marioles dans le couloir pour dire « Oh, j'ai trop de boulot ». Pour ça, il ne faut pas en avoir. Pour être en représentation, il ne faut pas avoir de boulot. Enfin, moi, je vois des assistantes, mais extraordinaires, qui sont sous des piles de dossiers, elles ont à peine le temps de passer aux toilettes, elles vont à la cantine en coup de vent, et elles n'ont pas le temps de passer de bureau en bureau pour dire oh, j'ai beaucoup de boulot. Là, franchement, en ce moment, je suis débordée, je suis au bord du burn-out. Non, ils n'ont pas le temps. C'est pas possible, ça. Et donc, par contre, les personnes qui n'ont pas grand-chose à faire, qui vont de réunion en réunion comme des entités évanescentes aussi et inutiles, là... ça repart. Non, là, par contre, effectivement, on les voit dire « Oh là là, mais en ce moment, c'est terrible ». Et les 35 heures effectives, oui, mais encore en un mois, je suis large. Là, c'est les mois de... Vous n'avez pas exagéré dans votre Non, j'ai édulcoré. Et en fait, les fonctionnaires, j'ai beaucoup de courriers de lecteurs, donc beaucoup de courriers de fonctionnaires, et tous me disent, vous avez édulcoré.
Et par contre, les gens de l'extérieur, par exemple des personnes du privé, des patrons de PME me disent « c'est pas possible, vous avez exagéré, quoi ». Vous allez encore plus loin, puisque vous dites, parlant des fonctionnaires dans votre livre, Aurélie, des plus intéressés à s'occuper de leurs vacances et RTT qu'à travailler et qui font appel alors à des stagiaires surexploités. Moi, je dénonce surtout dans le livre des contractuels qui ont été embauchés par népotisme, qui n'ont pas de compétences et pire, qui ne veulent pas en acquérir. Donc à partir du moment où ils n'ont pas envie d'acquérir des compétences, ils ne savent pas travailler. Et effectivement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils posent leurs vacances et pour faire le vrai boulot, parce qu'il y a quand même du boulot, ils embauchent des stagiaires. Du reste, on ne sait même plus où les mettre parce qu'il n'y a pas assez de bureaux. Et les stagiaires bossent à fond. Et vous, vous embêtez ? Parce que c'est ce que vous décrivez dans... Oui, moi, j'avais pas de stagiaire. Je veux dire, faut être cohérent. J'avais pas de boulot, pas de stagiaire, pas de bras, pas de chocolat. On ne vous donnait rien. Vous étiez payé. J'avais pas assez de boulot. Ah oui, et dès la première semaine, j'ai commencé à dire, mais j'en ai pas assez. Alors, j'ai commencé à me remettre à niveau. Je faisais le tour des bureaux des collègues pour essayer d'être invitée à une réunion. S'il vous plaît, donnez-moi un dossier. Des dossiers que vous traitez d'ailleurs en 1 heure, non, quand on vous dit qu'il faut plusieurs jours pour le faire. Oui, parce que quand on sort d'une préparation concours, on est des bêtes à faire des notes. On est des machines. C'est ça, il faut dire que vous êtes, on verra, parce que toutes les deux, promises à une grande carrière, major de votre promotion, vous super diplômés. Voilà, en fait, on est vraiment entraînés, surentraînés à faire des notes, à traiter des dossiers, des données. Puis on aime ça parce que ça fait progresser. Puis on se dit, ouais, je suis utile, c'est génial. Puis on se retrouve, on a 2 dossiers. On nous dit, non, mais de toute façon, si on en donne un supplémentaire, c'est pas juste par rapport aux autres chargés de mission. D'accord ? Non, mais 2 dossiers par personne, faut arrêter quand même, quoi. Il y a donc, si j'ai bien compris, des emplois fictifs. Elle ne l'a pas dit. J'ai discuté avec mes avocats avant, il y a des mots qui ne peuvent pas être... Moi, je les emmerde. Non, c'est vrai c'est vrai que dans certaines collectivités, il y a des emplois où il y a un bureau, il n'y a personne qui est assis dessus. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, oui. Après, des arrêts maladie alors aussi qui n'en finissent pas, de complaisance. La gastro des soldes. Non, mais c'est vrai que c'est terrible, quoi. C'est le cri du désespoir. Mais faites quelque chose, ça ne peut pas continuer. Il y a des citoyens, je veux dire, ils payent pour qu'on soit là. Donc autant qu'on leur rende un service. On est là pour ça. Quel problème. Alors, on vous a accusé d'être humiliante, d'avoir craché dans la soupe. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir craché dans la soupe ? Non, j'ai craché dans une soupe dont la recette a changé et n'aurait pas dû changer, en fait. Et je pense qu'il y a la répartie. Je pense qu'en fait, il y a un problème au niveau du cuistot et il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là. Alors, il ne faut pas arrêter d'embaucher des fonctionnaires ou supprimer des postes. Non, il faut mieux les répartir. Et ça, c'est très important pour que l'administration continue à bien fonctionner, ou plutôt fonctionne mieux. Parce que là, j'ai bien compris. Ce n'est pas anti-fonctionnaire ce que vous faites. Oui. Non. C'est un système que vous attaquez et une façon de le vivre. Oui, parce que le principe même. Ah non, mais bien sûr que non. Non, parce que je crois que vous avez franchement, au contraire, une passion, non ? J'ai été élevée, moi, dans le respect des valeurs du service public. Ça, c'était très important. Parents fonctionnaires, profs, donc c'était l'intérêt général avant tout, l'intérêt des élèves, essayer de montrer que l'éducation, justement, c'est primordial et se consacrer à son travail. Voilà. Et c'est vrai que... et je le disais tout à l'heure, super diplômé, Cannes, Hippocane, maîtrise d'histoire économique, Sciences Po. Vous avez raté l'ENA, franchement, de peu, mais vous avez réussi le concours de l'Institut national des études territoriales. C'est costaud quand même comme bagage. Non, je vais vous quitter. Je suis un brillant autodidacte. Brillant. N'est-ce pas ? Je le pense vraiment, quoi. Siem. Oui. Alors vous aussi un très joli parcours parce que vous décidez de passer le concours de l'École nationale de police et je le disais, dont vous sortez major de votre promotion. Donc j'aime bien toutes les deux, quand même. Un fort idéalisme. On n'est pas n'importe qui. Mairie du Mans, vous recevez des gens importants. Oui, il faut que je me tienne à carreau. D'accord, on est jeunes, tout ça, mais... On en a sous le pied, comme l'on dit. Et donc, vous êtes arrivé d'ailleurs avec ce surnom de Superwoman. C'était ça. Wonder Woman, oui, non Wonder Woman. Oui. C'est vrai. Donc, vous êtes arrivé avec tous les honneurs dans ce service. J'ai vu la lumière. Moi, je suis vraiment rentrée par idéalisme
la police. Mais j'aime toujours ce métier. Hein. J'aime toujours ce métier. Sinon, je me battrais pas pour faire changer les choses. Et oui, j'étais. Mais je suis tombée de haut. C'est vrai que je suis tombée de haut. Est-ce que vous avez pensé faire un roman plutôt que de témoigner de ce que vous avez vécu dans la police, donc dans ce fameux livre Omerta dans la police, qui est paru au Cherche Midi, il y a quelques mois aussi. Est-ce que ça vous est passé par la tête? Non, pas du tout. Dénoncer des faits illégaux, c'est mon devoir. Moi, c'est vraiment très factuel, c'est-à-dire que je dénonce des faits avec des exemples, avec des preuves. Tout est accompagné de preuves, parce que sinon l'administration m'aurait zigouillé pénalement. Principalement un propos raciste et homophobe, on va dire, et d'autres choses. Oui, et de la corruption et beaucoup d'autres choses, par certains fonctionnaires de police. Le fait de les étouffer en interne, c'est ça qui jette le discrédit sur la police nationale. Il faut les dénoncer pour faire évoluer les mentalités, faire changer les choses et trouver des solutions face à ces problèmes. Alors, vous êtes témoin de quoi, vous aussi? Je suis témoin de propos déjà homophobes. J'ai 2 collègues homosexuels, une d'entre elles en tout cas, qui travaillait dans le bureau d'à côté et qui, toute la journée, était victime de brimades, tout ça parce qu'elle était homosexuelle et sa brigadier chef disait qu'elle ne voulait pas de Gwyn dans son bureau. La hiérarchie le savait, ne disait rien et cautionnait ça. La collègue a écrit pour dénoncer ces faits. Elle était paxée avec une autre collègue, donc la collègue aussi a eu beaucoup de représailles suite aux écrits de sa compagne et ils avaient décidé de porter plainte. Et ce jour-là, ils ont demandé à plusieurs personnes qui ont été témoins de ces faits-là une attestation. Et j'ai accepté sans hésitation. Et moi, c'est là où tout a basculé pour moi, où moi-même, c'est là où je suis devenue l'arabe de service. Et une personne de ma hiérarchie m'a dit, on aura tout vu, une arabe qui défend des homosexuels. Voilà. Non. Il faut dire que vous aggraviez votre cas. Hein. une femme. Vous exagérez des attestations qui ne vont pas dans le sens de la hiérarchie, qu'elle se fasse casser après, à mon avis, c'est hyper courant. Et déjà, c'était hyper courageux de le faire. Après, vous dites avoir été aussi témoin de propos racistes. Ah oui, et quand il y a... J'aime bien comme vous dites, ah oui. Quand il y a un avion qui atterrit en provenance du Maghreb, on va contrôler un avion de bougnoul ou de couscous, ou pour les avions ça se dit comme ça. Ah oui, mais c'est des propos complètement banalisés par certains fonctionnaires de police. Et la hiérarchie ne dit rien. C'est important de dire, ah oui, non, mais je précise parce qu'il y a des fonctionnaires... C'est la police de l'air dans un certain service. Voilà, et certains... Et la hiérarchie n'a rien fait. La hiérarchie n'a absolument rien fait. Au contraire, ça s'est retourné contre les personnes qui ont dénoncé. Mais c'est incroyable, parce que normalement, elles devraient être sanctionnées, ces personnes qui tiennent ces propos homophobes ou racistes. Parce que c'est la loi du silence, parce que le fait d'admettre qu'il y a ça dans leur service, ça va jeter une mauvaise image de leur service au niveau de l'administration. Ils ont rien à craindre de leur hiérarchie. Il y a des politiques, et encore une fois, de droite et de gauche, qui tiennent des propos tels, ça encourage. Je l'ai dénoncé dans le livre. La base. Ça a accentué, en effet. Ça a accentué le débat de l'identité nationale, tout ça, ça a accentué, ça a libéré la parole indigne chez certains fonctionnaires de police. Et ça, vous l'avez vraiment... Ah oui, nous, on l'a mal vécu. Hein. Moi, je ne suis pas la seule, on est beaucoup de fonctionnaires à le vivre très mal. Mais aujourd'hui, grâce à ce livre, et merci la justice, en tout cas, un juge d'instruction a ouvert une enquête, et une enquête a été diligentée d'information judiciaire fin décembre sur les faits qu'on dénonce, et on est 8 plaignants. Voilà. Et vous dévoilez aussi dans ce livre, d'ailleurs, le montant des primes accordées aux policiers selon le nombre d'étrangers refoulés aux frontières. La prime au mérite. La prime au mérite, entre 200 et 800 euros, c'est ça? Oui. Par an. En fait, on nous demande, on n'est plus une police au service de notre public, on est une police commerciale à faire du rendement et du chiffre. C'est ce que je dénonce. Parce qu'on ne peut pas demander... moi, je ne suis pas du tout pour l'ouverture des frontières, mais je ne suis pas d'accord pour mettre quelqu'un qui est en situation régulière dans l'avion. Oui. Je suis désolée, mais ça peut arriver à mon père, à mon frère, à n'importe qui. On ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas faire ça, quoi. C'est tout. Voilà. Mais ce qui est incroyable dans les deux cas, c'est que du jour au lendemain, de meilleurs éléments, vous devenez finalement la balance. Ouais. Parce que vous devenez celle qui... La traître, en fait. La traître qui... Parce qu'on... Voilà, la traître. C'est même pas la balance, c'est la traître. Voilà. Mais traître comme ça, c'est parfait. Alors, ça ne change rien. Autre point commun, vous êtes toutes les deux, donc ce n'est pas fini, passées devant le conseil de discipline. Grand moment. Un grand moment, on va en parler. Vous, Aurélie, c'était il y a quelques mois. Et vous?
il y a quelques semaines, puisqu'on vous a suivi lors de cette journée particulière. Ô combien? On regarde. Tu viens prendre ton petit déjeuner? Ce matin de février, une journée difficile s'annonce pour Siem Swede. Elle doit en effet comparaître devant la commission de discipline de la police pour manquement au devoir de réserve. C'est quand même mon avenir professionnel qui est en jeu et c'est tout un combat. Et bien sûr, une boule dans le ventre, mais ça va aller, c'est le combat, c'est comme ça. 13h30 devant le ministère de l'Intérieur, les médias attendent la jeune fonctionnaire de police. Autour de Siem Swede, amis et membres de sa famille sont venus la soutenir. On est très très fiers parce qu'on se dit, moi c'est ma petite sœur qui agit, qui fait ce que beaucoup devraient faire malheureusement et ils ont parfois peur. Tout va bien se passer, je le sens bien. Je l'espère. L'heure est venue d'affronter aux côtés de ses avocats les 27 membres de la commission. Aucune caméra n'est autorisée à entrer. Contre toute attente, au bout d'une demi-heure seulement, Siem Swede ressort souriante, et pour cause. Repos. On a eu une écoute attentive vraiment des membres de la commission. Très bien. On leur a vraiment dit que cette affaire devait être prise avec le maximum de sérénité, de hauteur de vue, en dehors du vacarme, de la passion, de la pression. Ce qui fait que quand on reviendra devant la commission de sanctions, évidemment on reviendra dans un autre environnement. Voilà. J'imagine Siem plutôt soulagée, que tout ça a été reporté. Ça s'est très bien passé en fait, donc on ne sait pas, on n'a pas encore de date. Mais qu'est-ce qui peut vous arriver? Donc il y aura une sanction éventuelle? En tout cas, ce qu'ils veulent, ce que en tout cas certaines personnes de l'administration veulent, c'est me révoquer, ce qui serait complètement injuste, parce que le devoir de réserve... Quand on a des personnes avec des idéaux aussi forts... que le vôtre, ce serait quand même dommage. Ah mais je crois en la justice, je me dis que c'est pas possible que des fonctionnaires... j'ai dénoncé des faits illégaux, donc j'ai les preuves de ce que je dis, donc je me dis à la fin, on peut pas me licencier, c'est pas possible. On est en France, on est dans le pays des droits de l'homme, on est dans un pays démocratique. Je peux pas accepter ça, ou je ne peux pas croire que ça peut se passer comme ça. Et toujours finalement suspendu, là, jusqu'à la fin mars, jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31 mars. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce qu'ils vont encore me convoquer à un autre conseil de discipline? Est-ce qu'ils vont me laisser être réintégrée à mes fonctions? Et quand on est suspendu, on est payé? Je suis payée 1 000 €, moi. Juste 1 000 €? Ah, 1 000 €. Ah oui, le minimum vital. Sans mes primes. En fait, ils enlèvent toutes les primes. Donc, en fait, moi, ce que j'ai reçu là, c'est 1 013 € net. Depuis combien de temps? Depuis le 1er décembre, depuis que je suis suspendue. Vous aussi? Alors, en fait, moi, j'ai été suspendue 4 mois comme elle. Ça s'appelle une mesure référendaire où on a uniquement le traitement et pas les primes. Ouais. Donc, vous avez perçu combien, vous? Moi, je percevais 2 200 €. Voilà, c'est mieux qu'on a, ça. Voilà, parce que comme je suis administrateur territorial... Je suis française aussi. Il vous cherche. Il est taquin. Non, parce qu'en fait, moi, je suis administrateur territorial, donc c'est vrai que mon salaire fixe est plus élevé. Mes primes, c'est à peu près 900 € grosso modo. Et alors, ce que je trouve absolument incroyable dans votre histoire, c'est qu'aujourd'hui, donc vous êtes retourné finalement au même endroit. En fait, on n'a pas de mutation dans la fonction publique territoriale. J'avais trouvé un poste ailleurs et des cadres de la région Aquitaine me l'ont fait sauter. Donc, en fait, j'ai perdu un poste que j'avais trouvé. Mais parce qu'ils vous aiment tellement, ils voulaient que vous reveniez. Bon, là, en fait, je reviens. Et je l'ai croisé dans le couloir, tête haute. Mais vous avez des amis quand même là-dedans. Ah oui, oui, moi j'ai beaucoup de soutien. Est-ce que vous avez eu des preuves d'amitié, de solidarité, etc. De mon côté, moi j'en ai beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se couchent quand même dans la vie en général. Moi, j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai un collectif de soutien qui s'est créé où il y a plus de 800 personnes. Il y a des collègues dedans, donc qui se sont au conseil de discipline. Il y a des collègues qui sont venus, qui sont reconnaissables, donc qui sont toujours en fonction. Donc je fais vraiment moi. Je ne vais pas m'en plaindre sur ce terrain-là. La situation est différente parce que de l'intérieur, non, parce que je considère que venir manger avec moi à la cantine, déjà, c'est une preuve de courage énorme. Ça y est, c'est là où je remercie vraiment les collègues, mais vraiment. Fais-leur un petit coucou. C'est là, c'est par là, votre caméra. Merci beaucoup. Je pense que ma carrière en pâtira. De manger dans ma cantine. Non, vraiment. Et même, venir me dire bonjour, venir me faire dédicacer mon livre dans un bureau, une parole gentille.
Déjà, ça c'est des résistants. Une pétition en votre faveur. Voici, il y a une pétition qui est en ligne, en effet, où mon collectif de soutien a mis en ligne. Je vais signer pour moi. Mais j'imagine, là, on sourit, mais qu'il y a des répercussions sur la vie aussi privée, la vie intime. Ah oui, il y a des répercussions. J'ai divorcé, moi. À cause de ça. C'est vrai? Oui, parce que mon mari, à l'époque, ne supportait plus que je passe tout mon temps dans ce combat. Il m'a demandé de choisir entre lui et la police. Voilà. Et j'ai choisi de continuer le combat avec mes collègues dans la police nationale. C'est dur quand même. C'est dur. S'il m'aimait autant que ça, il aurait continué à me soutenir et il serait auprès de moi aujourd'hui. Donc, là. Donc vous avez une sacrée... Vous prenez tout très bien. Alors je propose... Moi, mon chat était super. Non, mais c'est ça. Moi, j'adore ça. Les deux, là. Mais j'espère qu'au moins ils ont découvert votre humour. Écoutez... Franchement, qu'ils avaient... Les employeurs. Vos employeurs et vos collègues. Et qu'il y avait quand même une plume d'écrivain dans leur service. Mais vous savez, moi j'ai trouvé une formule que j'aime bien, c'est l'humour est une langue étrangère. Pour certains, il faudrait faire des sous-titres. C'est vrai. Écoutez, je vous propose de continuer cette discussion avec une autre femme très courageuse que vous connaissez évidemment, Irène Frachon. Irène Frachon, qui est médecin pneumologue et qui, elle, a fait éclater donc, le scandale de ce fameux médicament, le Mediator. On regarde ce petit rappel des faits, voilà, pendant qu'elle nous rejoint. C'est cette femme qui a révélé le scandale du Mediator. Irène Frachon, médecin pneumologue au CHU de Brest, a enquêté pendant 3 ans sur les effets néfastes de cet antidiabétique souvent prescrit comme coupe-faim. Début 2009, elle alerte l'Agence française de sécurité sanitaire, l'AFSAPS, qui attend plusieurs mois avant d'interdire le Mediator en France. Aujourd'hui, il s'avère que c'est beaucoup plus grave que ça, que la totalité de ces données scientifiques assez simples étaient très simples à comprendre. Un poison qui ne sert à rien était déjà dans les mains de l'AFSAPS depuis plus de 10 ans. Le scandale devient politique, une enquête révélant des conflits d'intérêts entre le laboratoire Servier et les médecins experts de l'AFSAPS. Le scandale sanitaire que nous connaissons aujourd'hui avec le Mediator montre que ce système n'a pas non plus apporté suffisamment de garanties. Notre devoir est donc bien d'en tirer toutes les conséquences, c'est donc de réfléchir à ce qu'il faut changer dans le système et changer ce qui doit l'être. Ce désastre sanitaire aurait causé entre 500 et 2000 morts, d'où le titre éloquent du livre d'Irène Frachon, Mediator, combien de morts ? Bonsoir Irène Frachon. Bonsoir Mireille Dumas. Dites donc c'est large, hein. Vous dites entre 500 et 2000 morts. Ouais, comment refaire l'histoire sur 33 ans écoulés, hein, c'est presque impossible. C'est fou. Il y a des gens qui sont morts chez eux. Moi, je reçois des témoignages de gens qui ont vu leurs proches, leur mari, leur femme s'écrouler. Personne n'a compris l'origine de cette mort. Et puis maintenant qu'ils y repensent, ils savent que ça faisait des années qu'ils prenaient du Mediator, qu'ils se sont essoufflés au fur et à mesure, qu'un jour ils se sont écroulés. Ce seront des morts qu'on ne comptera jamais. Donc on ne sait pas, on ne saura pas. L'impression d'être vraiment David contre Goliath, Irène Frachon, parce que c'est combien, donc on dit 3 ans. 3 ans de Disons que j'ai enquêté à partir de 2007, mais je me suis jamais figurée en David contre Goliath. Moi, j'ai suivi une enquête médicale et scientifique qui a abouti à une évidence que ce médicament exposait beaucoup de gens à un très grave danger. Donc, il fallait le retirer du marché. Donc, je me suis battue pour que le médicament soit retiré du marché. Et quand il a été retiré du marché, je me suis aperçue qu'il n'y aurait aucune publicité faite sur ce retrait et que la majorité des gens qui en avaient consommé et qui avaient pu en souffrir ne seraient pas informés de la relation entre leur drame ou leur maladie cardiaque et l'exposition à ce médicament, donc elles ne pourraient jamais faire valoir leurs droits. Et donc j'ai réfléchi à la façon de rendre cette affaire publique. Et donc je ne voyais pas autre chose qu'un livre. Donc d'où ce livre, donc Mediator, combien de morts, publié chez éditiondialogue.fr. Oui, c'est ça. Il faut rappeler que le Mediator est un médicament que l'on donne aux diabétiques, normalement, et qui a été utilisé quand même comme... Il appartient clairement à une famille de coupe-faim, qui ont été d'ailleurs développés pour être de bons coupe-faim. C'est vrai que si on avait d'ailleurs des coupe-faim parfaits qui nous permettent de garder
une ligne idéale. Personne ne serait contre, mais le problème, c'est que c'est très compliqué. Ça va sur des récepteurs qui sont dans le cerveau pour couper l'envie de la faim, peut-être, mais il y a d'autres récepteurs de ce type-là dans le reste du corps, notamment sur les valves du cœur, par exemple, et donc ça fait des dégâts. Et il faut. C'est cher payé la silhouette. C'est cher payé la silhouette, ouais, mais il y a beaucoup de femmes qui seront effectivement, je crois, prêtes à mourir quelquefois pour se débarrasser de ce drame du surpoids. À quel moment, Irène Frachon, vous êtes aperçue que le Mediator était proche de l'isoméride, autre coupe-faim qui a été interdit il y a combien d'années maintenant ? En 97. Et en 97, quand le médicament a été retiré, j'ai félicité Gérald Simoneau, qui était un des médecins de l'hôpital Antoine Béclair, qui s'était battu. Et il m'a dit en bougonnant, oui, mais c'est pas normal, Servier garde sur le marché un produit qui est probablement assez proche, qui est un vague antidiabétique et qui est le Mediator. Et en 2007, je suis appelée au chevet d'une dame obèse qui avait une hypertension artérielle pulmonaire, qui est une maladie rare. Et en prenant sa liste de médicaments, je tombe sur le Mediator et je me demande si c'est pas ce médicament. Voilà, j'étais sûre de rien, mais ça a fait tilt. C'est là que vous avez commencé. Et c'est là que ça a débuté. Ouais. Et tout de suite, vous avez cherché. Ben oui, c'est-à-dire que j'aurais pas connu toute cette affaire de l'isoméride. C'est vraiment la piqûre de rappel. Hein. Là, c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Et vous pensiez que ça allait être aussi dur, quand même, avant de... C'est-à-dire que je savais qui était ce laboratoire qui commercialisait ce produit et de quoi il était capable. Voilà. Et je crois que c'était bien de le savoir avant de commencer cette enquête, c'est-à-dire de faire les choses dans l'ordre, dans les règles, de démontrer, de surdémontrer, de s'assurer qu'un certain nombre de choses et de procédures étaient respectées. J'ai déclaré tous ces cas aux autorités de santé. J'ai travaillé avec d'autres scientifiques, je me suis associée à l'équipe de Béclair et donc on a essayé de faire les choses vraiment de manière extrêmement rigoureuse parce qu'on se doutait qu'on ne nous pardonnerait pas un pas de côté. Mais comment vous expliquez, vous, que le Mediator, alors que tout le monde savait qu'il était dangereux, enfin tout le monde en tout cas au laboratoire, ait pu rester aussi longtemps sur le marché ? C'est le profit, il n'y a rien d'autre. Un médicament qui ne sert à rien et qui est un poison. La seule chose qui soit intéressante, c'est qu'il vous met dans la poche tous les ans 30 millions d'euros sans avoir à lever le petit doigt. Le médicament, tout le monde sait le fabriquer. Enfin, avec des morts à la clé, c'est monstrueux. Pas trop m'emmêler, mais pour être un simple lecteur de journaux, ça, il semblerait qu'il y ait quelques conflits d'intérêts, non ? Voilà. En tout cas, c'est des liens d'intérêts qui peuvent devenir des conflits d'intérêts et qui peuvent un jour devenir réellement de la corruption, certainement. Quand même, Irène Frachon, c'est une victoire pour vous d'avoir réussi à faire interdire ce médicament. Je vais vous dire, c'est un terme qu'aujourd'hui, je n'utilise. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que trop de morts. Ouais, il y a trop de morts, il y a trop de souffrance, et qu'il y a des gens qui sont encore dans cette situation-là, qui ne sont pas indemnisés. Enfin, il ne s'est encore rien passé pour eux. À part de l'angoisse, on en est là aujourd'hui. Enfin, alors c'est vrai que le médicament a été retiré, ça c'était une chose absolument essentielle, mais ça ne suffit pas. Bon, donc on se sent encore très ému. Ça veut dire que tout commence. Ce n'est qu'un début. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait craquer ? C'est une histoire qui est insupportable à raconter. Je comprends pas comment j'en suis là sur un plateau télé à raconter des choses terribles. C'est pas normal. Oui, c'est vrai, mais vous avez raison. C'est dans l'intérêt général. Ouais. Bon, je suis désolée. Bon, c'est normal que vous craquiez, ça fait tellement d'années que vous battez. Faut pas avoir honte de craquer. En même temps, si vous n'aviez pas médiatisé ce combat, rien ne se serait passé. Non. Oui, ben je devenais complice d'une saloperie, ni plus ni moins. Voilà. C'est exactement ce que vous avez vécu. C'est ce que disait Siem tout à l'heure. C'est ce que je me suis sentie, quand j'ai lu votre livre, effectivement, on est des donneurs d'alerte. On est des donneurs d'alerte. On devient. Voilà. Puis si on ne le fait pas, on devient des complices. C'est tout vrai. À fait. On devient des complices. Et je suis très fier d'être le seul homme entouré de femmes. Vous êtes un donneur d'alerte depuis longtemps, hein, avec l'humour et avec l'humour en plus. Ce que je peux. Vous êtes content de la composition du harem. Non, mais des vies, c'est encore plus. Non, mais non. Je veux dire, ce qui veut dire, c'est que quand vous en parlez, d'ailleurs, c'est que pour vous, il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de choix. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit mon mari, même quand on a parlé de la publication de ce livre, etc. On a eu quelques discussions quand même pour savoir ce qu'il fallait faire ou pas, et il m'a dit tu n'as pas le choix. Donc c'était bien qu'il me le dise. Vous étiez entouré.
Les gens vous ont tous soutenu, j'imagine. Je suis un lanceur d'alerte très privilégié. J'ai été très accompagnée au niveau de ma hiérarchie, que ce soit médicale ou administrative, le directeur de l'hôpital et tous ses adjoints. Il y avait vraiment, au contraire, un accompagnement. J'allais dire, vous n'êtes plus seul aujourd'hui. Enfin, j'imagine que tout le monde s'est voilà. joint, non ? Par contre, non. Par contre, il y a des réserves très très fortes sur ma démarche dans la communauté, par exemple cardiologique, et puis au sein bien sûr des experts de l'AFSAPS, qui représentent des communautés très importantes de médecins. Mais ils sont furieux. Ils m'en veulent énormément. Il y a eu des mails très très agressifs à mon égard après la sortie du livre. Mais vous savez, il y a une omerta qui règne dans le milieu médical. Et ça, vraiment, je vous rejoins. On ne dit pas ces choses-là. Hein. Ça gêne. Ça gêne et ça ne se fait pas. Enfin, c'est inconcevable que ça se fasse. Et je pense que beaucoup de gens importants dans le milieu médical, je pense, n'admettront jamais que ce soit une démarche légitime. Enfin, voilà. Vous voulez ajouter quelque chose ? Guy Bedos, je vous vois en même temps, vous dites heureux d'être accompagné par des femmes aussi courageuses et en même temps halluciné d'une certaine manière, effaré. Je suis un être sensible et tout ça me trouble beaucoup, en effet. Je me sens très flatté qu'on ait accepté de me recevoir dans ce cercle de femmes battantes. Quelques jours après la fameuse journée de la femme. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, je n'ai jamais compris pourquoi on fêtait la femme en une journée, mais enfin voilà. En tout cas, merci à toutes les trois, merci de votre courage, merci d'avoir accepté d'être ici, merci Guy Bedos. Quant à nous, nous nous retrouvons vendredi prochain à 23h pour une autre vie privée, vie publique sur France 3, bien évidemment. La semaine prochaine, nous retrouverons un duo de vrais copains, Enrico Macias et Gérard Darmon. Entre eux, c'est presque une histoire d'amour, même s'ils ne jurent que par les femmes. Tu te rends compte de tout ce qu'on a raté ? Oui, voilà. Hein, c'est sûr. On va se rattraper. On va se rattraper. Jean-Pierre Castaldi et Mylène de Mongeau nous feront partager eux aussi leur joyeuse complicité. On a un peu d'humour dans ce métier, hein, quand même. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos, vous voulez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à me joindre en m'envoyant un mail à contact@mdprod.com. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.